Sur les terres fertiles de Mésopotamie, les cultes païens dominaient. Les païens avaient inventé des mythes et des superstitions autour des origines de la vie et de l'univers. Un d'eux concernait la notion d'évolution. D'après l'épopée sumérienne Enuma Elish, la première créature vivante est d'abord apparue dans l'eau, puis elle s'est déclinée en différentes espèces. Le mythe de l'évolution réapparaît plus tard dans une autre civilisation païenne, la Grèce antique. Les philosophes grecs, dits matérialistes, considéraient que seule la matière était la source originelle de la vie. Ils reprirent le mythe de l'évolution hérité des Sumériens pour étayer leur thèse. La Grèce antique devint ainsi le point de jonction de la philosophie matérialiste et du mythe de l'évolution. Par la suite, les Romains païens entretinrent cet héritage. Ces deux concepts, issus de cultures idolâtres, furent à nouveau introduits au XVIIIe siècle. Quelques intellectuels européens, influencés par les auteurs de la Grèce antique, se rangèrent derrière le matérialisme, parce qu'ils étaient complètement opposés à l'idée d'une religion monothéiste. Le baron d'Holbach, qui était matérialiste, traite clairement de l'athéisme dans son livre « Le système de la nature ». C'est dans ce contexte que le biologiste français, Jean-Baptiste Lamarck, fut le premier à proposer une explication détaillée de la théorie de l'évolution. La théorie de Lamarck, qui fut plus tard réfutée, soutenait que les êtres vivants avaient évolué graduellement. Charles Darwin reprit et popularisa les idées de Lamarck sous une forme légèrement différente. Darwin présenta sa théorie en Angleterre en 1859 dans son livre « L'origine des espèces ». Il ne s'agissait en réalité que de la reprise du mythe de l'évolution des Sumériens. Il défendait l'idée que toutes les espèces provenaient d'un ancêtre commun né dans l'eau fortuitement. Ne s'appuyant sur aucune preuve scientifique, Darwin ne fit pas l'unanimité auprès des scientifiques de son époque. Les paléontologistes en particulier étaient conscients que sa théorie était en grande partie le fruit de son imagination. Les fossiles retrouvés révélaient en effet qu'aucun être vivant n'avait subi de processus évolutionniste pour passer d'un état primitif à un état complexe. Pour preuve, les créatures qui vivaient il y a 100 millions d'années possédaient les mêmes structures complexes que leurs homologues contemporains. Nulle part, on ne retrouve la trace d'une quelconque forme transitoire qui fait le lien entre une espèce et une autre, comme l'avait supposé Darwin. Au fur et à mesure, la science a infirmé les autres composantes de la théorie de Darwin. La biochimie a démontré que la vie est bien trop complexe pour être le fruit du hasard. Même la formation fortuite de la plus simple molécule de protéines est impossible. Alors que dire d'une cellule vivante ?
à voir avec les autres. Malgré le fait que la théorie de Darwin soit vide de preuves scientifiques, elle s'est assurée le soutien du milieu politique dans la mesure où elle légitimait scientifiquement la domination de certaines nations sur d'autres au XIXe siècle. En 1871, Darwin publia un autre ouvrage, La descendance de l'homme. À l'aide de scénarios hypothétiques, il avançait que l'homme était l'aboutissement de l'évolution d'une créature simienne. Pour certains, sa réflexion était intéressante. Il affirmait que certaines races étaient plus évoluées et par conséquent plus avancées que d'autres restaient encore au même niveau d'évolution que les singes. La théorie de l'évolution fut bâtie sur le concept de la lutte pour la survie. Selon Darwin, le monde naturel animal ou humain était régi par un violent conflit qui permettait aux plus forts de dominer les faibles et d'assurer le développement de l'espèce. Le sous-titre de son livre, L'origine des espèces par voie de sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, révèle explicitement son point de vue racial. Darwin plaçait l'homme blanc européen au rang de race favorisée. En revanche, les Asiatiques et les Africains avaient tout simplement échoué dans la lutte pour la survie. Darwin alla plus loin encore. D'ici quelque temps, les races sauvages ainsi que les singes anthropomorphes allaient être totalement anéantis. Ils allaient finalement laisser place à la seule race humaine civilisée. La rupture entre l'homme et ses alliés les plus proches allait alors être plus grande. Elle allait séparer les hommes civilisés des singes comme le babouin. Ce type de discours ne laisse pas de doute sur le fait que Darwin était un raciste convaincu de la supériorité de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc était supérieur, il se devait dans un premier temps d'asservir les soi-disant races inférieures, puis de les éradiquer. C'était précisément la thèse que les hommes blancs recherchaient pour justifier leurs crimes. Les Européens entamèrent une vague de colonisation à partir du XVIe siècle. Les Espagnols furent les premiers colonisateurs. Sous les ordres de Christophe Colomb, les conquistadors espagnols débarquèrent en Amérique du Sud. Ils réduisirent à l'esclavage les Indiens, pourtant pacifistes, pillèrent les mines d'or et d'argent et massacrèrent les autochtones qui résistèrent.
Après les Espagnols, ce fut au tour des Portugais, des Danois, puis des Anglais de se lancer dans la course à la colonisation. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne devint le plus grand empire colonial. L'étendue de leur conquête permettait aux Anglais d'exploiter librement et largement les ressources naturelles disponibles de part et d'autre de l'Empire. Bien évidemment, ces puissances coloniales ne voulaient pas être assimilées à des pilleurs pour l'histoire. Aussi, pour légitimer leur attitude, suffisait-il de traiter les peuples colonisés comme des hommes primitifs, voire même des créatures animalesques. Puisque les Indiens d'Amérique n'étaient pas de vraies créatures humaines, les colons espagnols avaient la liberté de se comporter envers eux comme bon leur semblait. L'argument ne fut alors soutenu que par un tout petit nombre, car la majorité des Européens croyaient en effet que les humains avaient été créés égaux par Dieu, et que leur ancêtre commun était le prophète Adam. Néanmoins, les doctrines matérialistes finirent par percer au XIXe siècle. Le racisme est né à l'instant où les gens ont commencé à oublier que les êtres humains étaient l'œuvre de Dieu. Ce racisme reposait sur le prétendu concept scientifique de la théorie de l'évolution de Darwin. L'anthropologue indien Lalita Vidyarthi affirme: sa théorie de la survie du plus fort reçut un accueil chaleureux auprès des scientifiques sociaux de l'époque. Ils croyaient que l'humanité avait atteint différents niveaux d'évolution, dont le point culminant était la civilisation de l'homme blanc. À la fin du XIXe siècle, le racisme était accepté tel un fait par la grande majorité des scientifiques occidentaux. Les idées raciales de Darwin furent prônées par les puissances européennes, notamment l'Empire victorien, dans le but de légitimer leurs politiques expansionnistes. Le scandale de l'homme de Piltdown est un exemple de la source d'inspiration que pouvait être la théorie de l'évolution pour l'impérialisme anglais. En 1912, à Piltdown en Angleterre, le scientifique Charles Dawson et son équipe déterrèrent un étrange crâne appartenant à une pseudo-créature mi-homme, mi-singe. Arthur Case, un anatomiste évolutionniste, examina le fossile et confirma la conclusion de son collègue. Dawson et Case insistèrent par ailleurs sur le fait que le cerveau de l'homme de Piltdown était de taille équivalente à celui de l'homme moderne. La mâchoire avait néanmoins les caractéristiques du singe. Les Anglais tirèrent une grande fierté de l'homme de Piltdown. Puisqu'il avait été découvert en Angleterre, il était nécessairement un ancêtre anglais. La taille du cerveau indiquait que les Anglais avaient atteint un niveau supérieur à celui des autres races. Les Anglais en avaient par conséquent déduit qu'ils étaient supérieurs.
C'est précisément pour cette raison que la découverte de l'homme de Piltdown suscita un tel engouement en Angleterre. Les journaux en avaient fait leur gros titre. On célébrait cette découverte dans les cercles sociaux. Arthur Case fut même décoré du titre de chevalier anglais en reconnaissance de son travail sur le crâne de Piltdown. L'anthropologue évolutionniste Johansen explique ainsi la relation entre Piltdown et l'impérialisme anglais. La découverte de Piltdown était très eurocentrique. Le cerveau et les Anglais avaient la prééminence. Pendant 40 ans, les Anglais ont été persuadés qu'ils descendaient de l'homme de Piltdown. Après avoir étudié le fossile en 1953, le scientifique Kenneth Oakley dévoila au grand jour la plus grande mascarade du XXe siècle. On avait en effet fabriqué le fossile à l'aide d'une mâchoire d'orang-outan et d'un crâne humain. La radio de Londres annonça la nouvelle qui déclencha une vive émotion. Le musée d'histoire naturelle est sous le choc depuis le scandale de l'homme de Piltdown. Il s'avère que le plus célèbre fossile de crâne au monde n'est rien d'autre qu'un canular. Sa découverte faisait sensation il y a 40 ans. Aujourd'hui, on est atterré par la supercherie. L'affaire de Piltdown ne marqua que le début d'une série de fraudes ou de détournements au sujet d'autres crânes découverts par les évolutionnistes. En réalité, ces crânes appartenaient soit à des espèces disparues de singes, soit à des races humaines antérieures. Malgré cela, les évolutionnistes persistèrent à présenter des fossiles de chimpanzés, d'orang-outans ou même de cochons comme étant les ancêtres de l'homme. Ils durent néanmoins au fur et à mesure écarter ces fossiles qu'ils avaient baptisés Sinjanthropes, Ramapithèque et Hesperopithèque. L'histoire de l'homme de Piltdown indique d'une manière symbolique comment le racisme anglais s'était appuyé sur la théorie de l'évolution.
Le nazisme est né du chaos politique dans lequel l'Allemagne s'est retrouvée après la Première Guerre mondiale. Le leader du parti nazi, Adolf Hitler, nourrissait de grandes ambitions. De nature agressive, Hitler avait un point de vue fermement raciste. Il était en effet persuadé de la supériorité des Allemands ou de la race aryenne sur les autres races. Son rêve était de conquérir le monde et d'établir un empire de 1000 ans au nom de la race aryenne. La théorie de l'évolution de Darwin semblait fournir une base scientifique aux théories racistes d'Hitler. Celui-ci s'inspira également des travaux d'un historien allemand lui aussi raciste, Heinrich von Treitschke. Ces travaux avaient été largement influencés par la théorie de l'évolution de Darwin. Von Treitschke affirmait notamment que les nations ne peuvent évoluer qu'à travers une lutte féroce similaire à la lutte pour l'existence de Darwin. Hitler reprit également à son compte le concept de lutte pour l'existence de Darwin. La preuve en est le titre de son fameux ouvrage « Mein Kampf », qui signifie « Mon combat ». Hitler, tout comme Darwin, n'avait aucune estime pour les races non européennes. Il les comparait à la race des singes. Il dit d'ailleurs « En dehors des Allemands nordiques, il ne reste plus que des singes ». L'idéologie évolutionniste nazie repose sur le concept de l'eugénisme. Par eugénisme, on entend l'amélioration de la race humaine en éliminant les individus malades ou infirmes afin d'aboutir à une population composée exclusivement d'individus sains. D'après la théorie de l'eugénisme, la race humaine peut être améliorée de la même façon que les variétés animales quand l'accouplement se fait entre individus sains. Il n'était pas surprenant que les eugénistes soient également des darwinistes. Le mouvement eugénique en Angleterre était d'ailleurs dirigé par le cousin de Darwin, Francis Galton, et son fils, Leonard Darwin. Leurs publications prouvaient bien que l'eugénisme découlait du darwinisme. Cette citation est relativement éloquente. L'eugénisme est le moteur de l'évolution humaine. C'est le biologiste évolutionniste Ernst Haeckel qui promut l'eugénisme en Allemagne. Il avança la théorie de la récapitulation, expliquant que les embryons des différentes espèces se ressemblaient. Plus tard, on se rendit compte que Haeckel avait falsifié ses croquis de sorte à propager son concept. Ces dessins montraient effectivement que les embryons de poissons, d'humains et de poulets étaient tous similaires. Il n'hésita pas à amputer les embryons de certaines parties ni à en trafiquer d'autres. Haeckel finit même par confesser plus tard ses supercheries. Malgré cela, les cercles évolutionnistes fermèrent les yeux sur la falsification dans le simple but de se renforcer la théorie. Grâce à ces contrefaçons scientifiques, Haeckel put développer sa propagande eugénique. Il suggéra que les nouveau-nés infirmes devaient être éliminés au plus vite afin d'accélérer le processus d'évolution de la société. Dans ses propos les plus poussés, il proposa même de faire disparaître tous les infirmes, les malades mentaux et les malades souffrant de maladies génétiques.
Leur présence, affirmait-il, représentait un fardeau pour la société et en ralentissait l'évolution. Haeckel mourut en 1919, mais les nazis héritèrent de ses idées cruelles. Peu après son arrivée au pouvoir, Hitler entreprit une politique eugénique. Il fit rassembler dans des centres spéciaux de stérilisation tous les retardés mentaux, les handicapés et ceux qui souffraient de maladies héréditaires. Pour Hitler, ils étaient des parasites qui menaçaient la pureté de la race humaine et faisaient obstacle à l'évolution. Une fois rassemblés, il ordonna secrètement de les tuer. Obsédé par sa volonté d'accélérer la soi-disant évolution de la race allemande, Hitler n'hésita pas à massacrer des millions de personnes. Il poursuivait par ailleurs un autre projet eugénique. Des jeunes hommes et femmes blonds aux yeux bleus, spécimens typiques de la race pure allemande, étaient encouragés à avoir des relations sexuelles entre eux. En 1935, des fermes spéciales de reproduction furent ouvertes. Des officiers SS visitaient régulièrement ces fermes où logeaient les femmes qui répondaient aux critères ariens. Les bébés illégitimes nés dans ces fermes devaient devenir les futurs soldats du Reich. Afin d'améliorer la prétendue supériorité de la race aryenne, les nazis eurent recours au concept darwinien. Avait suggéré que la taille du crâne humain augmentait à mesure que l'homme atteignait un degré supérieur d'évolution. Les nazis embrassèrent immédiatement l'idée et entreprirent de mesurer la taille de leur crâne et de prouver enfin la supériorité de la race allemande. Aux quatre coins de l'Allemagne nazie, on exhibait des crânes allemands de taille supérieure à ceux des autres races. Les traits, tels que les dents, les yeux, les cheveux, étaient évalués selon les critères évolutionnistes. Les individus qui ne répondaient pas aux critères de la race allemande officielle devaient par conséquent être éliminés, tel que cela était stipulé dans la politique eugénique nazie. Tous ces principes barbares furent appliqués au nom du darwinisme. Michael Gorin, historien américain et auteur du livre « Les docteurs nazis et le code de Nuremberg » affirme: je pense que l'idéologie nazie, le darwinisme social et l'hygiène raciale concordaient parfaitement au moment de leur expansion au XXe siècle. Le chercheur américain George Stein éclaire ce sujet dans le magazine American Scientist. Ce qu'on connaît sous le nom de national-socialisme était finalement la première tentative consciente d'organiser une communauté politique sur la base d'une biopolitique explicite, c'est-à-dire une biopolitique conforme aux composantes scientifiques de la révolution darwinienne. Sir Arthur Case, un célèbre évolutionniste, faisait le commentaire suivant à propos d'Hitler. Le Führer allemand est un évolutionniste. Il a consciemment cherché à rendre l'Allemagne conforme à la théorie de l'évolution. Hitler était sans aucun doute un évolutionniste, car il voyait dans la théorie une arme contre les croyances religieuses. Hitler avait une haine profonde pour la foi monothéiste. Les vertus morales comme l'amour, la pitié et la modestie représentaient des obstacles à son modèle arien cruel et militaire.
C'est pourquoi, dès leur arrivée au pouvoir, les nazis ont voulu restaurer l'ancienne religion païenne au sein de la société allemande. Le svastika, symbole originel dans les cultures païennes, devint dès lors un symbole de cette transformation. Les cérémonies nazies, qui avaient lieu dans toute l'Allemagne, n'étaient en fait que des reconstructions d'anciens rites païens. Les massacres commis par les nazis s'inscrivaient dans la culture païenne qu'ils avaient réinstaurée. Pour légitimer le tout, ils furent largement aidés de la théorie athée de Darwin. Or, en réalité, la cruauté, le meurtre et la corruption sont strictement interdits et condamnés par la religion. Dieu, dans le Coran, invite les gens à la justice, à la compassion et à la modestie. La cruauté et l'arrogance sont maudits. Dieu dit dans l'un de ses versets, « Dieu n'aime pas la corruption ». Le dictateur italien et grand allié d'Hitler, Benito Mussolini, s'inspira également de la théorie de l'évolution. Dans sa jeunesse, il avait en effet rédigé des articles érigeant Darwin au rang de plus grand scientifique de tous les temps. Quand l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie, Mussolini justifia cette occupation avec les arguments racistes de Darwin et le concept de la lutte pour la survie. D'après Mussolini, les Éthiopiens étaient noirs, donc inférieurs, et le fait d'être gouvernés par une race supérieure, les Italiens, était une conséquence naturelle de l'évolution. Mussolini était en plus persuadé que le processus d'évolution des nations se faisait à travers la guerre. Il disait que la répugnance des Anglais à se lancer dans la guerre était la preuve de la décadence évolutionniste de l'Empire anglais. L'Empire nazi, responsable de la mort de millions d'innocents, finit par perdre la Seconde Guerre mondiale. Mussolini fut exécuté par son propre peuple. Malgré cela, et le fait que la pensée darwiniste ait contribué au nazisme, les concepts de l'évolution continuèrent à être le terreau d'autres idéologies. Un autre mouvement, en apparence complètement différent du national-socialisme, reprit également l'idée que l'humanité s'élève à travers la lutte et la violence.
Philosophie matérialiste, née en Grèce antique, remporta une victoire au XIXe siècle grâce aux deux philosophes allemands, Karl Marx et Friedrich Engels. Marx et Engels tentèrent d'expliquer l'antique philosophie matérialiste par un nouveau mouvement, la dialectique. En résumé, la dialectique supposait que tout développement au sein de l'univers était la conséquence d'un conflit concurrentiel et intéressé entre des forces opposées. Marx et Engels expliquèrent toute l'histoire mondiale à travers cette notion de dialectique. L'analyse simpliste de Marx suggérait que l'histoire de l'humanité était basée sur le conflit, et qu'en l'occurrence, le conflit de son époque opposait le prolétariat et la bourgeoisie. Selon ses prédictions, les travailleurs allaient comprendre que leur seul espoir était de s'unir et d'organiser une révolution. Marx et Engels haïssaient tous deux la religion. En tant qu'athées convaincus, l'éradication de la religion était absolument nécessaire au succès du communisme. Alors même que Marx et Engels formulaient ces idées, l'arrivée de Darwin et de son livre « L'origine des espèces » allait leur prêter main forte. Darwin affirmait que dans le monde de la biologie, les êtres vivants évoluaient et survivaient en luttant. N'était-ce pas de la dialectique? Une dialectique qui plus est reniait la religion et l'existence d'un créateur. C'était une opportunité exceptionnelle pour Marx et Engels. Dès sa publication, Engels lut le livre de Darwin et écrivit à Marx: « Darwin, que je viens de lire, est splendide. » Marx répondit: « Ce livre contient la base de l'histoire naturelle pour notre point de vue. » Dans le but de contribuer à la théorie, Engels, déjà fortement influencé, écrivit un article ayant pour titre « Le rôle du travail dans la transition du singe à l'homme ». Ensuite, il compila toutes les idées évolutionnistes dans un livre, Dialectique de la nature. À l'époque, le tsar issu de la dynastie des Romanov régnait sur la Russie. Les bolcheviks et leur leader Lénine cherchaient un moyen de renverser le pouvoir par la force. La Première Guerre mondiale se présenta comme l'opportunité qu'ils attendaient. En octobre 1917, ils prirent le pouvoir. Après la Révolution, la Russie devint le théâtre d'une violente guerre civile entre les communistes d'une part et d'autre part les partisans du tsar. Tous les opposants au communisme, y compris la famille Romanov, furent violemment assassinés. Comme ses mentors, Marx et Engels, Lénine était un fervent évolutionniste et soulignait fréquemment que la théorie de Darwin était la base de la philosophie matérialiste dialectique qu'il soutenait. Trotsky, le deuxième homme de la révolution bolchevique, attachait également une grande importance au darwinisme. Il exprima son enthousiasme pour Darwin ainsi. La découverte de Darwin est le plus grand triomphe de la dialectique dans tout le domaine de la matière organique.
Joseph Staline, l'un des plus cruels dictateurs communistes, succéda à Lénine en 1924. En passant en revue les 30 années de règne de Staline, on peut pratiquement dire que la terreur qu'il imposa n'avait pour but que de prouver la cruauté du communisme. L'une de ses premières mesures fut la collectivisation des terres. Il usa de la force pour que les paysans, soit 80% de la population russe, transforment leurs terres en de vastes fermes collectives d'État. Le blé était récolté par des troupes armées. La famine balaya le pays, tuant hommes, femmes et enfants. Malgré cela, Staline persista à exporter les stocks de blé au lieu de nourrir sa nation. « 20% de la population du Kazakhstan disparut. Le Caucase, à lui seul, dénombra 1 million de victimes. Staline envoya des centaines de milliers de résistants au pouvoir dans des camps de travail en Sibérie. Ces camps, où les travailleurs étaient exploités jusqu'à leur dernier souffle, devinrent aussi leurs tombeaux. Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes furent exécutées par la police secrète de Staline. Les habitants de Crimée et du Turkestan furent forcés par millions de se retirer dans les parties reculées de l'Union soviétique. Suite aux mesures sanglantes adoptées par Staline, près de 30 millions de personnes sont mortes. Selon les historiens, Staline tirait un certain plaisir de cette violence. Dans son bureau au Kremlin, il aimait tout particulièrement examiner les listes des personnes exécutées ou assassinées. En plus de son état physiologique, Staline fut largement conditionné dans son élan d'ignoble assassin des masses par sa profonde croyance en la philosophie matérialiste, qui reposait sur la théorie de l'évolution de Darwin. Staline disait : « Il y a 3 choses que nous enseignons à nos étudiants pour leur ouvrir les yeux. L'âge de la Terre, l'origine géologique et les enseignements de Darwin. » Dans son aveuglement, Staline rejetait totalement les lois de la génétique de Mendel au sein du système éducatif de l'Union soviétique. Depuis le début du XXe siècle, elles avaient été acceptées par toute la communauté scientifique, à l'exception de l'Union soviétique. Ces lois infirmaient la thèse de Lamarck, selon laquelle les traits acquis se transmettaient aux générations suivantes. Le scientifique russe Lysenko estimait pour sa part que c'était un coup dur porté à la théorie de l'évolution. Aussi développa-t-il une alternative. Staline, séduit par les idées de Lysenko, le nomma chef des institutions scientifiques officielles. Jusqu'à la mort de Staline, la science de la génétique ne fut pas reconnue dans les institutions scientifiques de l'Union soviétique. Pendant le règne totalitaire de Staline, un autre régime communiste vit le jour en Chine. En 1949, après une longue guerre civile, les communistes prirent le pouvoir grâce à Mao Tse-tung. Il mit en place un régime sanglant et répressif, comme son allié Staline. Les exécutions politiques étaient courantes en Chine. Pendant la révolution culturelle, de jeunes militants, les gardes rouges de Mao, projetèrent le pays dans un terrible état de chaos et de terreur. Mao expliquait la philosophie de son régime ainsi.
Le socialisme chinois repose sur la théorie de l'évolution de Darwin. Dans de nombreux pays, le communisme rime avec terreur et guerre civile. Pendant 150 ans, l'idéologie communiste associée à la lutte et à la guerre a été mêlée au darwinisme. Aujourd'hui encore, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, les marxistes et les communistes défendent le darwinisme. Tout simplement parce que, comme Karl Marx le disait lui-même, la théorie de l'évolution contient la base de l'histoire naturelle pour l'idéologie marxiste. Depuis ses débuts, il y a 150 ans, le darwinisme a infligé à l'humanité des dictateurs brutaux, le racisme, la torture, la persécution et la guerre. Ce n'est que la conséquence naturelle des attitudes prônées par le darwinisme et le matérialisme à l'égard des hommes. Inévitablement, cette combinaison qui ne considère les êtres vivants guère plus que des animaux, qui croit seulement dans la matière et pour qui le conflit est la loi immuable de la nature, finit par déshumaniser les individus et brutaliser les sociétés. L'explication de tout cela réside uniquement dans le fait de nier son propre créateur. Quand une société se détourne de Dieu et se laisse porter par les dogmes tels que le matérialisme, elle est encline à toutes les formes de dégénérescence. Elle finit indubitablement par souffrir de la douleur, de la terreur et de la destruction. Dieu nous en informe dans l'un de ses versets. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. La paix, la justice et la sécurité ne peuvent être assurées que si d'une part le darwinisme et le matérialisme sont présentés au monde tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire comme des leurs, et si d'autre part l'homme connaît le but de sa création. L'objectif de l'homme étant de se tourner vers son Créateur, vers Dieu.